Un prince sans âme chevauchait dans la neige, jusqu'à s'arrêter stupéfait. Des triplés pleuraient dans les bras d'une mère célibataire, grelottant de froid. Elle tomba à genoux, mais protégeait toujours ses enfants. De son corps. Et ce prince froid ressentit l'impossible. Une larme coulait. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La neige tombait impitoyablement en cette nuit d'hiver à Belle-Neige, transformant le paysage en un manteau blanc et silencieux. Les flocons glacés dansaient dans l'air comme de petits diamants, indifférents au drame qui se déroulait dans la forêt gelée. Éléonore, ses longs cheveux noirs couverts de neige, marchait en chancelant entre les arbres, serrant contre sa poitrine 3 petits paquets qui étaient sa seule raison de vivre. Lucas, Léa et Gabriel, ses triplés de 6 mois à peine, étaient emmitouflés dans les derniers morceaux de tissu chaud qu'elle avait pu rassembler avant son expulsion du village. Cette pensée brûlait encore dans son esprit comme un fer rouge, les paroles cruelles des anciens, les regards de mépris, la sentence impitoyable qui l'avait condamnée à l'exil pour être mère célibataire. « Tu fais honte à notre tradition », lui avait-il dit. « Il n'y a pas de place pour quelqu'un comme toi parmi nous. » Ses pieds nus, déjà engourdis par le froid, peinaient à avancer dans la neige profonde. Chaque pas était une bataille contre la fatigue et le désespoir. Le vent glacial fouettait son visage, et les larmes qui coulèrent de ses yeux gelaient avant même d'atteindre son menton. À quelques kilomètres de là, un luxueux carrosse doré avançait lentement sur la route couverte de neige. Son occupant, le prince Mathieu de Belle-Neige, observait le paysage à travers la fenêtre de ses yeux verts et vides. Connu dans tout le royaume comme l'héritier sans âme, Mathieu portait une réputation aussi froide que l'hiver qui ravageait ses terres. Depuis sa naissance, disaient les rumeurs du palais, le prince n'avait jamais manifesté la moindre émotion. Il n'avait pas pleuré à sa naissance, n'avait pas souri durant son enfance, ne montrait ni joie ni tristesse. C'était comme si son âme avait été oubliée au moment de sa création, ne laissant qu'une enveloppe parfaite, mais vide. Le roi, Henri son père, était un homme sévère qui voyait dans la froideur de son fils une qualité à cultiver. Les émotions sont pour les faibles, disait-il souvent pendant les entraînements rigoureux auxquels il soumettait l'héritier. Un véritable roi gouverne avec la raison, jamais avec le cœur. La reine Émilie, quant à elle, s'était depuis longtemps réfugiée dans ses propres ombres, incapable d'atteindre ce fils qui semblait aussi distant que les étoiles. Les années de tentatives infructueuses de connexion l'avaient transformé en peu plus qu'un fantôme errant dans les couloirs du palais. Le carrosse poursuivait sa route quand soudain, il se retrouva coincé dans un banc de neige particulièrement profond. Le cocher, un homme robuste nommé Gaspard, jura doucement tout en descendant pour évaluer la situation. C'est à ce moment que le premier cri déchira l'air glacé. Mathieu, qui ne s'était jamais soucié des sons ou des lamentations d'autrui, sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. C'était comme si une corde invisible tirait son corps vers ce son. Sans comprendre sa propre impulsion, il ouvrit la porte du carrosse et posa le pied dans la neige. Le vent soufflait avec force, mais il pouvait maintenant entendre clairement, ce n'était pas seulement un cri, mais plusieurs. Suivant le son, il s'éloigna de la route et s'enfonça dans la forêt. Les branches des arbres, couvertes de glace, ressemblaient à des doigts tordus indiquant le chemin. C'est alors qu'il la vit, une silhouette féminine, agenouillée dans la neige, penchée sur 3 petits volumes, qui bougeaient contre sa poitrine. Ses cheveux noirs flottaient au vent, et il y avait dans sa posture quelque chose qui transmettait à la fois fragilité et une force indomptable. Quand elle leva le visage et que leurs regards se croisèrent, quelque chose d'inexplicable se produisit. Pour la première fois de sa vie, Mathieu sentit son masque d'indifférence vaciller. Dans les yeux de cet inconnu, il y avait une histoire de douleur, mais aussi une résistance qu'il n'avait jamais vue durant toutes ces années au palais. Le temps sembla se figer à cet instant où leurs regards se rencontrèrent. Éléonore, épuisée et méfiante, serra encore plus les bébés contre elle, tout en essayant de déchiffrer la silhouette imposante qui avait surgi entre les arbres. Ses vêtements élégants et sa posture autoritaire trahissaient ses origines. Noble, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard.
une curiosité presque enfantine, comme s'il ne comprenait pas lui-même ce qu'il faisait là. Sans dire un mot, Mathieu retira. Son lourd manteau royal s'approcha lentement et, dans un geste qui le surprit lui-même, tendit le vêtement vers elle. Le tissu, richement brodé de fils d'or et doublé de fourrure de renard, était assez chaud pour protéger 4 personnes du froid impitoyable. Éléonore hésita. Des années d'expérience lui avaient appris que la bonté venait rarement sans un prix, surtout lorsqu'elle était offerte par des hommes puissants. Mais quand Gabriel, le plus petit des triplés, poussa un gémissement aigu de froid, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. D'une main tremblante, elle accepta le manteau. « Gaspard !» appela Mathieu, sa voix résonnant dans la forêt silencieuse. Le cocher, qui observait la scène de loin, s'approcha rapidement. « Aidez-la à rejoindre. Le carrosse. » L'homme robuste ne remit pas en question l'ordre, bien que son visage exprimât sa surprise. Durant toutes ces années au service du prince, jamais il ne l'avait vu manifester la moindre compassion. Avec douceur, il offrit son soutien à Éléonore, qui parvenait à peine à tenir debout. À l'intérieur du carrosse, la chaleur du petit brasero de voyage fut un soulagement immédiat. Les bébés, enfin réchauffés, commencèrent à se calmer. Éléonore observait le prince avec un mélange de gratitude et d'appréhension, tandis qu'il gardait les yeux fixés sur le paysage extérieur, comme s'il essayait de comprendre ses propres actions. « Où allons-nous » finit-elle par trouver le courage de demander, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mathieu tourna son regard vers elle, et de nouveau, il ressentit cette étrange sensation dans sa poitrine. « Il y a une ancienne maison d'été de la famille royale au sud de Belle-Neige, » répondit-il, sa voix maîtrisée masquant la turbulence intérieure. « Elle est abandonnée depuis des années, mais elle est encore maintenue en état habitable par les domestiques. » Le silence revint dans le carrosse, rompu seulement par les doux sons des bébés endormis. Éléonore luttait contre le sommeil, déterminée à rester alerte. Mais la chaleur et le mouvement doux du véhicule rendèrent la tâche de plus en plus difficile. Mathieu l'observait discrètement, intrigué par les sensations inconnues que cette étrange situation éveillait en lui. Pour la première fois de sa vie, il agissait sans calculer les conséquences, sans mesurer chaque pas avec une précision mathématique. C'était comme si une force plus grande que sa raison le guidait. Le voyage dura plusieurs heures, et quand ils arrivèrent enfin à la maison d'été, la neige avait fait une trêve. La construction, bien que plus petite que le palais royal, restait impressionnante. Ses murs de pierre claire s'élevaient majestueusement contre le ciel nocturne, et les hautes fenêtres reflétèrent la lumière de la lune comme des yeux vigilants. La gouvernante de la maison, une dame d'âge moyen nommée Marthe, fut réveillée, en hâte, et après un moment initial de choc en voyant le prince accompagné d'une inconnue avec 3 bébés, commença à organiser rapidement les appartements pour les hôtes inattendus. Éléonore fut conduite dans une chambre spacieuse, au 2e étage, avec un grand lit et un berceau que Marthe avait trouvé à la hâte. L'efficace dame apporta également du lait chaud, du pain frais et quelques vêtements propres qu'elle avait trouvés dans les armoires. Avant de se retirer dans ses propres appartements, Mathieu s'arrêta à la porte de la chambre. Il observa un moment comment Éléonore, même épuisée, s'occupait de chaque bébé avec un dévouement qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était un type d'amour qui transcendait la fatigue, la peur et l'incertitude. Les jours commencèrent à passer lentement dans la maison d'été. L'hiver maintenait son emprise sur la région, mais à l'intérieur des épais murs de pierre, une routine singulière commençait à s'établir. Éléonore se réveillait avant le lever du soleil, guidée par les pleurs occasionnels des triplés. Avec un dévouement inlassable, elle s'occupait de chacun d'eux comme s'ils étaient de petits trésors. Marthe, la gouvernante, observait avec admiration comment cette jeune mère parvenait à distinguer parfaitement les pleurs de chaque bébé. Lucas, l'aîné des 3 de quelques minutes, avait un cri fort et déterminé. Léa, la cadette, pleurait mélodieusement, presque comme une chanson. Et Gabriel, le benjamin, avait un cri doux, presque un murmure, que sa mère parvenait toujours à entendre. Le prince Mathieu, quant à lui, se trouvait dans un état de confusion intérieure qu'il n'avait jamais connu. Ses matinées, autrefois consacrées à des études stratégiques et à la préparation pour éventuellement monter sur le trône, étaient maintenant remplies de longues observations silencieuses. Il s'asseyait dans un coin de la salle commune, apparemment concentré sur des documents officiels,
mais ses yeux étaient invariablement attirés par la scène qui se déroulait devant lui. Éléonore chantait pour les bébés, des histoires anciennes de son village, des légendes qui parlaient d'amour, de courage et de rédemption. Sa voix, même fatiguée, portait une douceur qui semblait réchauffer l'atmosphère. Les petits yeux des triplés suivaient chacun de ses mouvements, comme si elle était le soleil, même autour duquel leur vie gravitait. Par un matin particulièrement froid, alors que les flocons de neige dansaient paresseusement à l'extérieur des fenêtres, quelque chose d'inattendu se produisit. Lucas commença à pleurer plus fort que d'habitude, son petit visage rouge et chaud de fièvre. Éléonore, qui ne montrait jamais de faiblesse, sentit son cœur se serrer d'inquiétude. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres, tout en tenant le petit Lucas contre sa poitrine. Il n'a jamais été comme ça avant. Mathieu, qui était à son poste habituel, leva les yeux de ses documents. Pour la première fois depuis leur arrivée à la maison, il vit une véritable peur dans les yeux d'Éléonore. C'était une peur différente de celle qu'il avait rencontrée dans la forêt. Ce n'était pas la peur pour elle-même, mais une terreur profonde et viscérale pour la vie qu'elle tenait dans ses bras. Marthe apporta rapidement des linges humides et des tisanes, mais rien ne semblait faire effet. La fièvre de Lucas continuait de monter, et ses petits tremblements devenaient de plus en plus inquiétants. Éléonore commença à chanter, sa voix étranglée par les larmes qu'elle essayait de contenir, berçant son fils comme si elle pouvait éloigner le mal avec sa mélodie. C'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire se produisit en Mathieu. Un sentiment inconnu, une urgence qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant, s'empara de son être. Sans dire un mot, il se leva de sa chaise et sortit de la pièce. Quelques minutes plus tard, on pouvait entendre les sabots de son cheval s'éloignant rapidement dans la neige. Éléonore remarqua à peine son départ, concentrée à essayer de calmer Lucas, tout en gardant Léa et Gabriel en sécurité dans leur berceau improvisé. Les heures s'écoulaient comme des jours, chaque minute une éternité d'inquiétude. Le soleil commençait déjà à se coucher quand le bruit des sabots revint. Mathieu entra dans la maison comme une tempête, ses cheveux et ses vêtements couverts de neige, le visage marqué par le froid et quelque chose d'autre, quelque chose que personne n'avait jamais vu dans son expression auparavant. Derrière lui, une dame à l'apparence sereine et sage entra calmement, portant un sac de cuir usé. La dame que Mathieu avait amenée était Madame Rosine, une guérisseuse connue dans toute la région pour sa sagesse ancestrale. Ses yeux, d'un bleu profond comme un lac gelé, évaluèrent rapidement la situation. Sans demander la permission, elle s'approcha d'Éléonore et de Lucas, ses mains ridées se déplaçant avec une grâce surprenante. « Laissez-moi voir le petit », dit-elle, sa voix douce mais ferme. Éléonore hésita un moment, ses bras serrant instinctivement Lucas contre elle. C'est alors qu'elle sentit une main sur son épaule, la main de Mathieu. Le toucher, bien que léger, transmettait une assurance qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Madame Rosine travailla en silence, ses mains expertes préparant des mélanges d'herbes et d'huiles essentielles. L'arôme de lavande et de camomille remplit l'atmosphère, se mêlant à l'odeur de la neige qui fondait encore des vêtements du prince. Pendant que la guérisseuse s'occupait de Lucas, Éléonore remarqua quelque chose de différent chez Mathieu. Ses yeux, toujours si vides, brillaient maintenant d'une préoccupation sincère. Les heures suivantes furent une veillée silencieuse. Marthe s'occupait de Léa et Gabriel, tandis qu'Éléonore restait aux côtés de Lucas, qui commençait peu à peu à répondre au traitement de Madame Rosine. Mathieu ne quitta pas la chambre un seul instant, ses mains touchant occasionnellement l'épaule d'Éléonore, dans un geste de réconfort qui semblait aussi naturel qu'impossible. Quand enfin la fièvre céda et que Lucas s'endormit paisiblement, Madame Rosine commença à ranger ses affaires. Avant de partir, cependant, ses yeux sages se fixèrent sur Mathieu. « Votre Altesse a chevauché pendant 6 heures dans la neige pour me trouver, » dit-elle, sa voix portant une connaissance qui allait au-delà des mots. « Jamais, en toutes mes années, je n'ai vu un noble risquer autant pour un bébé qui n'est pas de son sang. » Mathieu ne répondit pas, mais quelque chose dans son visage changea. C'était comme si les paroles de la guérisseuse avaient touché une vérité qu'il n'avait pas encore pleinement comprise lui-même. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Éléonore, qui l'observait avec une expression indescriptible. Cette nuit-là, après que tous se furent retirés, Éléonore trouva Mathieu dans la bibliothèque. Il était assis près de la cheminée,
son profil éclairé par le feu d'encens. Pour la première fois depuis son arrivée dans la maison, elle le vit vraiment, non pas comme le prince sans âme, mais comme l'homme qui avait chevauché dans la neige pour son fils. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure dans le calme de la nuit. « Pourquoi vous souciez-vous de nous ?» Mathieu resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur les flammes. Quand il parla enfin, sa voix avait une tonalité différente, comme si chaque mot était une découverte. « Toute ma vie, commença-t-il, on m'a enseigné que ressentir était une faiblesse, qu'un véritable chef devait être comme la glace, froid, dur, immuable. Mais quand j'ai vu votre fils souffrir, quand j'ai vu votre peur, pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que toute logique ou raison. » Éléonore s'approcha lentement, s'asseyant dans le fauteuil à côté de lui. Le silence entre eux était chargé de mots non dits, de sentiments nouvellement découverts. Dehors, la neige continuait de tomber, mais dans la bibliothèque, quelque chose commençait à fondre. « Racontez-moi votre histoire », demanda-t-il doucement, ses yeux rencontrant les siens. Non pas comme une sujette parlant à un prince, mais comme une personne parlant à une autre personne. Et ainsi, dans les heures calmes de cette nuit d'hiver, tandis que les triplés dormaient paisiblement à l'étage, Éléonore commença à raconter son histoire. Une histoire d'amour, de trahison, de courage et de survie. Une histoire qui, sans qu'ils le sachent à ce moment-là, ne faisait que commencer. À la lumière vacillante de la cheminée, Éléonore déroulait les fils de son histoire, chaque mot tissant un tapis de souvenirs que Mathieu absorbait avec une attention qu'il n'avait jamais accordée à rien auparavant. Elle parlait de Valbois, son village natal, un endroit petit et traditionnel dans les montagnes du Nord, où les anciennes lois étaient suivies avec une rigueur inflexible. « J'étais la guérisseuse du village », révéla-t-elle, ses doigts jouant distraitement avec l'ourlet de sa robe. « J'ai appris le métier avec ma grand-mère, qui a également été expulsée du village pour avoir défié les traditions. Elle refusait de suivre certaines pratiques anciennes qu'elle jugeait néfastes. » Mathieu observait comment ses yeux brillaient en parlant de sa grand-mère, remarquant pour la première fois de petites taches de rousseur dorée qui parsemaient son nez, visibles uniquement sous la lumière directe du feu. C'était étrange comme il n'avait jamais prêté attention à de tels détails chez personne auparavant. « Et le père des enfants ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix neutre, bien qu'il ressentit une tension inexplicable en posant la question. Le visage d'Éléonore se durcit légèrement. Théodore était un voyageur arrivé à Valbois il y a environ 1 an et demi. Il avait des connaissances en médecine moderne, différentes de nos pratiques traditionnelles. Nous avons commencé à travailler ensemble, combinant nos connaissances pour aider les gens. Elle fit une pause, ses yeux perdus dans les flammes dansantes. Nous sommes tombés amoureux, ou du moins, je suis tombée amoureuse. Il parlait de changement, de comment nous pourrions révolutionner la médecine dans la région, de comment nous construirions une vie ensemble. Mathieu sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation de serrement qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. C'était différent de l'inquiétude qu'il avait ressentie avec la fièvre de Lucas. C'était quelque chose de plus obscur, plus inconfortable. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, Théodore était déjà parti, continua-t-elle, sa voix ferme malgré la douleur évidente. Il n'a laissé qu'un billet disant qu'il avait été appelé pour une opportunité importante dans un autre royaume. Il promettait de revenir, mais elle haussa les épaules, un geste qui portait tout le poids des promesses brisées. Les As, anciens du village, étaient furieux. Une guérisseuse célibataire enceinte d'un étranger, c'était plus que leur tradition ne pouvait supporter. Quand ils ont découvert que c'étaient des triplés, les choses ont empiré. Dans notre culture, les naissances multiples sont vues comme un signe de malchance. Tandis qu'elle parlait, Mathieu remarqua que ses mains s'étaient fermées en poings involontaires. L'idée que quelqu'un abandonne Éléonore, surtout enceinte, éveillait en lui une colère qu'il ne savait pas capable de ressentir. « Ils m'ont permis de rester jusqu'à la naissance des enfants, poursuivit-elle. Mais dès que je me suis remise de l'accouchement, le conseil des anciens s'est réuni. La sentence était claire, exil immédiat. » Un bruit doux interrompit le récit. C'était Marthe, apportant un plateau avec du thé et des biscuits. La gouvernante avait développé l'habitude d'apparaître au bon moment. «
comme si elle savait intuitivement quand sa présence était nécessaire pour alléger la tension d'une conversation difficile. Tandis qu'Éléonore prenait sa tasse de thé, Mathieu remarqua une petite cicatrice sur son poignet, partiellement, cachée par la manche de sa robe. Comme si elle sentait son regard, elle tira discrètement sur sa manche. « Il y a plus dans votre histoire, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Quelque chose à propos de votre village que vous n'avez pas encore raconté. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un moment, Mathieu y vit passer quelque chose comme de la peur. Pas la peur qu'il avait vue dans la forêt, ni celle pendant la fièvre de Lucas. C'était une peur plus profonde, plus ancienne. Le silence qui suivit la question de Mathieu fut interrompu par le faible cri de Gabriel à l'étage. Éléonore se leva immédiatement, son corps répondant à l'appel de son fils comme une boussole pointant vers le nord. Avant qu'elle puisse faire un pas, cependant, Marthe était déjà à la porte. « Laissez-moi m'occuper de lui, madame, » dit la gouvernante avec un sourire gentil. « Vous devez vous reposer aussi. » Avec un signe de tête reconnaissant, Éléonore se rassit. Quand les pas de Marthe disparurent dans l'escalier, Éléonore prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui se prépare à plonger dans des eaux profondes. « Vous avez raison, » admit-elle. « Il y a plus à dire sur Valbois, mais ce n'est pas une histoire simple, et elle peut avoir des conséquences qui vont au-delà de moi. » Mathieu se pencha légèrement vers elle, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui aurait été troublante quelques semaines auparavant. Maintenant, étrangement, son regard transmettait de l'assurance. Valbois n'était pas seulement un village isolé dans les montagnes, commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il faisait partie d'un ancien réseau de communautés qui préservait des connaissances ancestrales, des connaissances que certains considèrent comme dangereuses. Elle fit une pause, étudiant la réaction de Mathieu. Le prince resta impassible, seul son regard attentif indiquant qu'il absorbait chaque mot. Ma grand-mère était l'une des gardiennes de ces connaissances. Elle m'a enseigné non seulement les herbes et la guérison, mais aussi d'anciennes magies, oubliées par la plupart, des magies de guérison principalement, mais aussi de protection et, elle hésita, et de résistance. Le dernier mot flotta dans l'air comme un flocon de neige, délicat mais chargé de poids. Mathieu sentit son esprit travailler rapidement, connectant des points qu'il n'avait pas remarqués auparavant. « La rébellion d'il y a 10 ans, dit-il, sa voix contrôlée. Quand plusieurs villages du Nord se sont unis contre la couronne, protestant contre les nouvelles lois qui interdisaient les pratiques traditionnelles de guérison. Éléonore acquiesça lentement. Valbois était au centre de ce mouvement, non par violence ou désir de pouvoir, mais par une croyance profonde que le savoir ancien ne devait pas être perdu. Ma grand-mère, sa voix faiblit légèrement. Elle a dirigé beaucoup des réunions secrètes. Le feu dans la cheminée crépita, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dehors, le vent hurlait entre les arbres, comme s'il voulait aussi participer à l'histoire qui se déroulait. Quand les troupes royales sont arrivées, continua-t-elle, beaucoup ont fui vers les montagnes. D'autres se sont rendus. Certains ont disparu sans laisser de traces. Ma grand-mère, elle déglutit. Elle a choisi de rester en arrière, protégeant la fuite des autres. Je ne l'ai jamais revue. Mathieu sentit son cœur se serrer. Il se souvenait vaguement de cette époque, d'avoir entendu son père, le roi Henri, parler de rebelles superstitieux qui devaient être contrôlés. Maintenant, en regardant Éléonore, ces mots avaient un poids différent. Les anciens qui m'ont expulsé, dit-elle, n'étaient pas les mêmes que ceux qui ont combattu aux côtés de ma grand-mère. Ce sont des hommes placés là par la couronne pour s'assurer que les anciennes traditions restent enterrées. Ma grossesse n'était qu'une excuse commode pour se débarrasser de la petite fille de l'ancienne leader rebelle. Un silence pesant tomba sur la bibliothèque. Mathieu réalisa qu'il se trouvait à un carrefour. En tant que prince, il devrait immédiatement signaler la présence d'une descendante de rebelles sur les terres royales. En tant qu'homme, cependant, en tant que l'homme qu'il devenait depuis qu'il avait rencontré Éléonore dans la neige. L'aube arriva avec une clarté différente ce jour-là. La neige avait fait une trêve, et les premiers rayons du soleil traversaient les cristaux de glace sur les fenêtres, créant de petits arcs-en-ciel sur le sol de la bibliothèque. Mathieu et Éléonore étaient restés là toute la nuit, plongés dans une conversation qui changerait à jamais le cours de leur vie.
Montrez-moi, demanda doucement Mathieu, brisant le silence qui s'était installé après les révélations de la nuit précédente. Montrez-moi ce savoir que votre grand-mère vous a enseigné. Éléonore hésita, ses yeux étudiant le visage du prince comme si elle cherchait un signe de trahison. Elle ne trouva qu'une curiosité sincère et quelque chose de plus, quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Venez avec moi, dit-elle finalement, se levant. Ensemble, ils montèrent jusqu'à la chambre où dormaient les triplés. Marthe somnolait dans un fauteuil proche, et Éléonore fit signe à Mathieu de la suivre en silence. S'approchant du berceau, elle découvrit doucement le petit Lucas, qui se remettait encore de la fièvre. Avec des mouvements doux, elle commença à passer les mains à quelques centimètres au-dessus du corps du bébé, ses lèvres murmurant des mots dans une langue ancienne que Mathieu n'avait jamais entendue auparavant. L'air autour de ses mains commença à briller légèrement, une lumière dorée si subtile qu'elle aurait pu être confondue avec le reflet du soleil levant. Mais Mathieu savait que c'était plus que cela. Il pouvait sentir une énergie ancienne et puissante remplir la pièce comme une brise chaude au milieu de l'hiver. Lucas, toujours endormi, poussa un soupir de contentement. La couleur revint complètement à ses joues et sa respiration devint plus profonde et régulière. À ses côtés, Léa et Gabriel semblaient également répondre à l'énergie, leur petit corps se détendant visiblement. « C'est ainsi que j'ai réussi à les maintenir en vie pendant notre fuite », chuchota Éléonore, ses mains émettant toujours cette douce lueur. Le savoir ancien ne concerne pas le pouvoir ou la rébellion, il s'agit de vie, de guérison, de protéger ceux que nous aimons. Mathieu observait, fasciné. Toute sa vie, on lui avait enseigné que la magie était une superstition dangereuse, quelque chose qui devait être éradiqué pour le progrès du royaume. Mais ce qu'il voyait devant ses yeux était pure lumière, pur amour matérialisé en énergie curative. « Mon père, le roi a tort, » dit-il, sa voix chargée d'une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Tout ce qu'on nous a enseigné sur les anciennes traditions est faux. À ce moment, Marthe se réveilla avec un petit sursaut. La lueur dans les mains d'Éléonore disparut instantanément, mais la gouvernante avait déjà vu suffisamment. À la surprise des deux, cependant, elle se contenta de sourire. « Ma mère était aussi une guérisseuse, » dit doucement Marthe, se levant du fauteuil. Avant les interdictions, bien sûr. Elle disait souvent que le véritable pouvoir n'est pas dans la magie elle-même, mais dans le cœur de celui qui l'utilise. Un bruit au rez-de-chaussée fit figer les trois personnes. Des voix inconnues résonnèrent dans le couloir, accompagnées du son de bottes lourdes dans l'escalier. Mathieu reconnut immédiatement le timbre autoritaire des gardes royaux. Le temps sembla se figer dans la chambre. Marthe se déplaça rapidement vers la porte, son corps bloquant l'entrée comme un bouclier improbable. Éléonore se plaça instinctivement devant le berceau, tandis que Mathieu adoptait une posture qui mêlait l'autorité du prince à la protection d'un gardien. « Votre Altesse », une voix grave résonna depuis le couloir. « Par ordre de Sa Majesté, le roi Henri, nous sollicitons votre présence immédiate au palais. » Mathieu échangea un regard rapide avec Éléonore. Dans ses yeux, elle vit une détermination qui transformait complètement son expression autrefois vide. « Marthe », chuchota-t-il, « emmène Éléonore et les enfants par les tunnels. » La gouvernante acquiesça, révélant une force de caractère que son apparence sereine ne suggérait pas. « Le passage derrière la tapisserie dans la chambre principale, » murmura-t-elle. « Il mène à une cabane dans le bois. Elle était utilisée par la reine Émilie quand elle avait besoin d'intimité. »« Votre Altesse ?» La voix retentit plus. Prêt accompagné de pas lourds. « Un moment, » répondit Mathieu, sa voix retrouvant le ton autoritaire qu'il avait toujours utilisé au palais. Se tournant vers Éléonore, il prit ses mains. « Je dois partir avec eux. Si je ne le fais pas, ils viendront chercher, et ils ne se reposeront pas avant de vous avoir trouvé. Mais, » commença Éléonore, ses yeux révélant la peur de le perdre maintenant qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait. « Faites-moi confiance, » chuchota-t-il, et pour la première fois de sa vie, un sourire sincère illumina son visage. « Je vais gagner du temps, découvrir ce qu'ils savent. Marthe prendra soin de vous jusqu'à mon retour. » Le bruit de poings frappant à la porte de la chambre fit Marthe se hâter. Avec une agilité surprenante pour son âge, elle commençait
déjà à rassembler les affaires essentielles d'Éléonore et des bébés. « Comment saurais-je que c'est sûr ?» demanda Éléonore, sa voix contenant à peine le tremblement d'inquiétude. Mathieu retira de son doigt une bague portant le sceau royal, une pièce ancienne qu'il portait depuis sa majorité. « Quand ce sera sûr, j'enverrai ceci avec quelqu'un. De confiance. Seule Marthe connaît le chemin vers la cabane, donc si quelqu'un apparaît sans elle, Votre Altesse. » La voix avait maintenant un ton d'impatience. « Je m'habille convenablement pour recevoir la garde royale, » répondit Mathieu, sa voix portant une irritation aristocratique qui fit réaliser à Éléonore combien il avait changé en sa présence. Avec des mouvements rapides mais silencieux, Marthe aida Éléonore à préparer les triplés pour la fuite. Chaque bébé fut soigneusement emmailloté pour le protéger du froid des tunnels. Lucas, encore somnolent de la fièvre récemment guérie, ne gémit même pas. Avant de partir, Éléonore se tourna une dernière fois vers Mathieu. Sans un mot, elle s'approcha et, dans un geste qui les surprit tous deux, toucha doucement son visage. Sous ses doigts, elle sentit une larme, la première que le prince sans âme ait jamais versée. « Revenez vers nous, » murmura-t-elle. « Toujours, » répondit-il, sa voix portant une promesse qui allait au-delà des mots. Quelques secondes plus tard, quand les gardes entrèrent finalement dans la chambre, ils ne trouvèrent que le prince Mathieu, impeccablement, composé, organisant quelques documents comme si ce n'était qu'un matin ordinaire dans sa maison d'été. Le retour au palais fut un voyage silencieux, à travers la neige qui recommençait à tomber. Mathieu, assis dans le carrosse royal, maintenait son masque traditionnel d'indifférence, mais intérieurement, son esprit bouillonnait d'inquiétudes et de plans. Chaque battement de son cœur semblait faire écho au nom qui donnait maintenant un sens à son existence. Éléonore, Lucas, Léa, Gabriel. Le palais royal de Belle-Neige se dressait imposant contre le ciel gris, ses tours de marbre blanc se confondant presque avec le paysage enneigé. Pour Mathieu, qui avait toujours considéré cet endroit comme son foyer, les murs semblaient maintenant plus froids et oppressants que jamais. Dans la grande salle du trône, le roi Henri attendait, sa silhouette austère assise comme une statue de glace. À ses côtés, conseillers et nobles chuchotaient entre eux, leurs regards révélant un mélange de curiosité et de malveillance mal dissimulée. « Mon fils !» La voix du roi résonna dans la salle quand Mathieu s'approcha. « Ton absence prolongée nous a causé de l'inquiétude. » Mathieu fit une révérence précise, calculée. « Je vous prie de m'excuser, père. La neige a rendu mon retour difficile et il y avait des affaires importantes à régler dans la propriété d'été. » Des affaires importantes. L'un des conseillers, le seigneur Marcel, fit un pas en avant. Son sourire fin n'atteignait pas ses yeux. Quel genre d'affaires pourrait être plus importante que vos obligations au palais? Avant que Mathieu puisse répondre, une silhouette inattendue émergea des ombres de la salle. La reine Émilie, qui participait rarement aux affaires du royaume, s'approcha d'un pas doux. Son visage, bien que marqué par les années d'isolement, conservait une beauté éthérée. « Notre fils a toujours été méticuleux dans ses responsabilités, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme. « S'il juge quelque chose important, nous devrions faire confiance à son discernement. » Le roi lança un regard irrité à son épouse, mais elle resta sereine. Mathieu observa cette petite interaction avec un intérêt renouvelé. Jamais auparavant, il n'avait remarqué la force silencieuse de sa mère. « Cependant, poursuivit le roi, des rumeurs troublantes me sont parvenues. On dit que tu as été vu en train d'aider une étrangère. » Le cœur de Mathieu s'accéléra, mais son expression resta impassible. Des années d'entraînement à cacher ses émotions servèrent maintenant un objectif plus grand que la simple obéissance. « Une voyageuse perdue dans la neige, » répondit-il avec une indifférence calculée. « J'ai offert un abri temporaire, comme le veut la tradition royale d'hospitalité. Elle est déjà partie. » « Partie ?» Le seigneur Marcel se pencha en avant, ses yeux brillants de malice. « Et où est-elle allée ? » « Je n'ai pas demandé. » Mathieu haussa les épaules. « Ce n'est pas la coutume royale d'interroger ceux qui cherchent notre protection temporaire. » La reine Émilie esquissa un petit sourire, si subtil que seul Mathieu le remarqua. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de compréhension qui le fit se demander combien sa mère savait réellement. « Quoi qu'il en soit, » intervint le roi, sa voix coupant l'air comme une lame, « il est temps que tu reprennes tes obligations. »
Le royaume ne peut pas attendre éternellement que son prince héritier décide de mûrir. Les mots étaient familiers, le même discours que Matthieu avait entendu toute sa vie. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Là où il n'y avait auparavant que vide et acceptation, il existait désormais un but, une compréhension plus profonde de ce que signifiait véritablement diriger. Tandis que Matthieu affrontait la cour royale, Éléonore et Marthe traversèrent les tunnels secrets sous la maison d'été. Le chemin était étroit et humide, éclairé seulement par de petites fissures dans le plafond qui laissaient passer des filets de lumière. Les triplés, miraculeusement, restaient silencieux, comme s'ils comprenaient la nécessité du silence. La reine Émilie avait l'habitude d'utiliser ces tunnels, chuchota Marthe, tout en guidant le chemin avec une petite lanterne. Elle avait ses propres secrets, ses propres douleurs. La cabane dans le bois était son refuge. Éléonore ajusta Gabriel dans ses bras, tandis que Marthe portait Lucas et Léa. « Pourquoi nous aidez-vous tant, Marthe ?» La gouvernante s'arrêta. Un moment, sa silhouette se découpant contre la faible lumière. « Parce que j'ai vu quelque chose se produire dans cette maison que je n'aurais jamais cru voir. J'ai vu le prince sans âme apprendre à ressentir. Je vous ai vu lui enseigner ce que des décennies d'éducation royale n'ont pas réussi à faire. » Le tunnel commença à monter légèrement, et l'air devint plus frais. Après ce qui sembla une éternité, elles arrivèrent à un escalier de pierre qui menait à une trappe. Marthe l'ouvrit avec précaution, révélant l'intérieur d'une cabane rustique mais accueillante. L'endroit était étonnamment bien entretenu, avec des meubles simples mais confortables et une cheminée déjà préparée pour être allumée. Sur les murs, d'anciennes tapisseries représentaient des scènes de guérison et de magie, les mêmes pratiques que le royaume interdisait maintenant. « La reine Émilie », commença Marthe, tout en aidant Éléonore à installer les bébés. Dans un lit improvisé, elle aussi est issue d'une lignée de guérisseuses, mais elle a dû cacher cela pour épouser le roi. Cette cabane était l'endroit où elle pratiquait ses arts en secret. Éléonore regarda autour d'elle avec un regard neuf, remarquant de petits détails, des flacons d'herbe soigneusement organisés, d'anciens symboles gravés discrètement sur les montants des portes, des cristaux stratégiquement placés près des fenêtres. « Est-ce pour cela que le roi l'a isolée ?» demanda doucement Éléonore. Marthe soupira, ses yeux perdus dans des souvenirs lointains. Le roi n'a jamais su, mais leur mariage, c'était comme voir deux personnes vivant dans des mondes différents. Elle, connectée aux anciennes traditions, à l'énergie de la terre, lui, obsédé par le progrès et le pouvoir. Matthieu a grandi dans ce vide entre deux mondes. L'un des bébés, Léa, commença à gémir doucement. Éléonore la prit dans ses bras et se mit à fredonner une ancienne berceuse. À sa surprise, Marthe se joignit à elle, connaissant parfaitement la mélodie. « Ma grand-mère chantait cette même chanson », dit la gouvernante avec un sourire nostalgique. « C'est une chanson de protection, n'est-ce pas? Les paroles sont un enchantement déguisé en berceuse. » Éléonore acquiesça, réalisant qu'il y avait beaucoup plus en Marthe que son apparence servile ne le suggérait. « Combien de temps pensez-vous que nous devrons rester ici ?»« Le temps qu'il faudra, » répondit fermement Marthe. « Le prince trouvera un moyen. Il n'est plus le même homme que nous avons connu. Vous avez éveillé quelque chose en lui, quelque chose que même lui ne savait pas exister. » Un bruit à l'extérieur de la cabane fit figer les deux femmes. Marthe se déplaça silencieusement jusqu'à la fenêtre, regardant à travers les rideaux. Un sourire soulagé apparut sur son visage. « Ce n'est qu'un cerf, » chuchota-t-elle, « mais nous devons être prudentes. Cette zone du bois est considérée comme hantée par les gardes du palais. C'est ainsi que la reine a gardé cet endroit secret pendant si longtemps. Néanmoins, nous ne pouvons pas baisser la garde. » Éléonore serra Léa plus fort, son regard se tournant vers la direction du palais, invisible à travers les arbres denses. Dans son cœur, une prière silencieuse se formait, non pour les dieux du royaume, mais pour les anciennes forces que sa grand-mère lui avait appris à respecter. Des forces qui, espérait-elle, protégeaient Matthieu à ce moment-là. Les jours au palais s'étiraient comme une éternité pour Matthieu. Chaque minute loin d'Éléonore et des enfants était une torture silencieuse qu'il masquait à la perfection, maintenant son expression impassible bien connue. Cependant, pour la première fois de sa vie, ce masque servait un objectif plus grand que la simple obéissance. C'était sa protection,
son bouclier pour garder ceux qu'il aimait. Durant un conseil particulièrement tendu, le seigneur Marcel présenta un rapport détaillé sur les activités suspectes aux frontières du Nord. « Il y a des rumeurs, dit-il, ses yeux rusés fixés sur Mathieu, que d'anciennes pratiques interdites réapparaissent, des guérisseurs utilisant des méthodes hétérodoxes. » Le roi Henri fronça les sourcils, ses mains serrant les bras du trône. « Je pensais que nous avions éradiqué ces superstitions il y a des années. » Apparemment, poursuivit Marcel, certains ont réussi à préserver leurs connaissances, les transmettant à travers les générations cachées dans l'ombre. Mathieu maintint son expression neutre, mais son cœur s'accéléra. Il remarqua que sa mère, la reine Émilie, qui participait rarement au conseil, s'était approchée silencieusement, se positionnant près de la fenêtre. « Et quelle est votre suggestion, seigneur Marcel ?» demanda le roi. « Une enquête plus rigoureuse, principalement dans les villages du Nord. Nous avons des informations sur une ancienne qui était connue pour ses capacités de guérison. Elle a disparu pendant la dernière rébellion, mais sa petite fille... » Assez. La voix de la reine Émilie trancha l'air comme de la soie sur de l'acier. Tous se tournèrent, surpris par son intervention. « Pardonnez-moi, mon roi, mais je ne peux plus me taire face à cela. » Elle s'approcha du centre de la salle et Mathieu remarqua quelque chose de différent dans sa posture, une force qu'il n'avait jamais perçue auparavant. « Quand je vous ai épousé, Henri, j'ai apporté avec moi les connaissances de mon propre peuple, des connaissances que vous avez qualifiées de superstitions, mais qui ont sauvé des vies pendant des générations. » Un silence stupéfait tomba sur le conseil. Le roi se leva lentement, son expression mêlant choc et incrédulité. « Émilie ? » ?»« Oui, mon roi. Je suis aussi une guérisseuse, une praticienne de ces arts que vous méprisez tant. Et c'est avec cet art que j'ai sauvé notre fils quand il est né sans respirer, quand vos médecins l'avaient déjà abandonné. » Mathieu eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Des souvenirs de son enfance commencèrent à prendre sens. Les visites nocturnes de sa mère quand il était malade, le toucher doux sur son front qui semblait toujours éloigner tout malaise. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit ?» La voix du roi était chargée d'une émotion que personne dans la salle n'avait jamais entendue. « Parce que vous n'avez jamais demandé, Henri. Vous étiez si occupé à construire votre nouveau monde de progrès que vous avez oublié de regarder. » À la sagesse de l'ancien, Émilie s'approcha de son mari, ses yeux doux mais déterminés. « Et maintenant, je vois notre fils suivre un chemin semblable au mien, apprenant qu'il y a plus dans le monde que le pouvoir et le contrôle. » Le seigneur Marcel fit un pas en avant, sa voix distillant du venin. « C'est de la trahison. La reine admet pratiquer des arts interdits. » Silence. La voix du roi tonna dans la salle. Ses yeux étaient fixés sur Émilie, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois depuis des années. La tension dans l'air était palpable, tandis que tous attendaient sa réaction. Dans la cabane du bois, Éléonore sentait le changement des énergies dans l'air. Quelque chose se passait. Elle pouvait le sentir dans ses os de la même façon que sa grand-mère disait toujours pouvoir pressentir les grands événements. Les triplés aussi semblaient plus agités que d'habitude, surtout Léa, qui ne cessait de regarder vers la fenêtre. Marthe venait de revenir d'une de ses discrètes visites au palais, où elle gardait ses yeux et ses oreilles attentifs à toute nouvelle. Son visage était plus tendu que d'habitude. « La reine, dit-elle, tout en aidant Éléonore à changer les enfants, a fait quelque chose d'inattendu aujourd'hui. Elle s'est révélée devant tout le conseil. » Éléonore faillit laisser tomber le petit flacon d'huile de lavande qu'elle utilisait pour calmer les bébés. Comment ça? Elle a parlé de ses dons de guérison, de comment elle a sauvé Mathieu à sa naissance. Il se produit une véritable révolution au palais en ce moment. Marthe fit une pause, prenant Gabriel dans ses bras quand il commença à gémir. Le plus surprenant est la réaction du roi. « Il est furieux ?» demanda Éléonore, son cœur se serrant à l'idée de Mathieu au milieu de cette situation. « Non », Marthe sourit légèrement. « Il est changé, comme si quelque chose en lui s'était réveillé, tout comme ce qui est arrivé à Mathieu quand il vous a rencontré. » Éléonore s'assit dans la vieille chaise à bascule près de la cheminée. Lucas endormi dans ses bras. « Parfois, je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait, Marthe. Et si ma présence dans sa vie ne lui apportait que des problèmes? Et si... » « Non, interrompit fermement Marthe. Vous avez fait exactement ce que vous deviez faire. Vous voyez ce qui s'est passé?
Votre arrivée n'a pas concerné seulement vous et Mathieu. C'était comme une pierre jetée dans un lac. Les ondes se propagent, atteignant des endroits que nous n'imaginions même pas. Un bruit doux à la porte fit figer les deux femmes. Marthe posa rapidement Gabriel dans le berceau et saisit un tisonnier, la seule arme disponible. Éléonore se leva, se positionnant entre la porte et les enfants. Mais quand la porte s'ouvrit, ce n'étaient pas des gardes qui se tenaient là. C'était la reine Émilie. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée. Sans dire un mot, elle entra et ferma la porte derrière elle. Ses yeux parcoururent l'environnement, s'attardant sur les symboles de protection gravés dans les murs, les mêmes qu'elle avait elle-même placés là des années auparavant. « Alors c'est vrai, dit-elle doucement, ses yeux se posant sur Éléonore et les enfants. Vous êtes vraiment la petite fille d'Hélène. » Éléonore sentit son cœur s'arrêter un instant. « Vous avez connu ma grand-mère. »« Hélène était mon maître, » répondit Émilie, s'approchant lentement. « C'est elle qui m'a tout appris sur les arts anciens. Et maintenant, je vois son don reflété dans les yeux de ses arrière-petits-enfants. » Marthe fit une profonde révérence, mais la reine l'en empêcha d'un geste doux. « Ce n'est pas nécessaire ici, vieille amie. Cet endroit a toujours été un sanctuaire contre les formalités de la cour. »« Pourquoi êtes-vous venue, Majesté ?» demanda Éléonore, toujours protectrice envers les enfants. Un doux sourire illumina le visage de la reine. « Parce qu'il est temps de réparer d'anciennes erreurs, de réunir ce qui a été séparé. » Elle sortit quelque chose de ses vêtements, l'anneau royal de Mathieu. « Mon fils m'a demandé de vous apporter ceci. Il est temps pour vous de revenir. » Le retour au palais fut très différent de la fuite désespérée d'il y a quelques jours. Le carrosse royal, conduit personnellement par la reine Émilie, avançait silencieusement dans la neige, transportant Éléonore, les triplés et Marthe. Le ciel commençait à s'éclaircir, annonçant une nouvelle aube qui semblait symboliser les changements à venir. « Votre grand-mère Hélène, » dit Émilie, brisant le silence contemplatif, disait toujours que la vraie magie réside dans les petits choix que nous faisons, dans les décisions de montrer de la compassion quand il serait plus facile d'être cruel, de tendre la main quand d'autres reculent. Éléonore ajusta Léa dans ses bras, observant comment la petite semblait fascinée par la reine. « Pourquoi avez-vous caché vos dons si longtemps ?» Un sourire mélancolique apparut sur les lèvres d'Émilie. Par peur initialement, puis par commodité. C'est surprenant comme on s'habitue à ses propres chaînes jusqu'à oublier qu'on a le pouvoir de les briser. Le carrosse contourna un virage, et le palais royal apparut devant elle, ses tours majestueuses baignées par la lumière dorée du lever du soleil. Dans la cour principale, une silhouette solitaire attendait Mathieu. « Quand vous êtes arrivé dans notre maison, d'été, continua Émilie, ses yeux fixés sur le fils qui attendait, j'ai vu quelque chose se produire que je pensais ne jamais voir. J'ai vu la glace que j'avais aidé à créer commencer à fondre. »« Comment ça ?» demanda Éléonore, son cœur s'accélérant à mesure qu'il s'approchait. « En cachant ma vraie nature, en acceptant le silence imposé par la peur, je n'ai pas réalisé que j'enseignais à mon fils à faire de même. Mathieu n'est pas né sans émotion, il a appris à les enterrer, tout comme je l'avais fait. » Marthe, qui tenait Lucas et Gabriel, acquiesça doucement. C'est pourquoi l'arrivée d'Éléonore a été si significative. Elle n'a jamais caché qui elle était, même quand cela signifiait affronter l'exil. Le carrosse s'arrêta, et Mathieu s'approcha immédiatement. Son visage, autrefois un masque d'indifférence, parvenait maintenant à peine à contenir les émotions qui débordaient. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Éléonore, tout le protocole royal fut oublié. Il ouvrit la porte du carrosse et, sans se soucier des regards surpris des gardes au loin, tendit les bras pour l'aider à descendre. Le contact de leurs mains fut comme un courant électrique, ravivant la connexion que même la distance n'avait pas réussi à briser. « Vous êtes différent, » murmura Éléonore, remarquant quelque chose de nouveau dans ses yeux. « Je suis complet, » répondit-il simplement. La reine Émilie observait la scène avec des larmes silencieuses, tandis que Marthe organisait discrètement la descente des bébés. En haut des marches du palais, une nouvelle silhouette apparut, le roi Henri. Son visage était différent de l'habituel. La dureté qui avait toujours caractérisé ses traits avait été remplacée par quelque chose de plus doux, plus humain. Il descendit lentement les marches, ses yeux fixés sur le groupe qui se formait dans la cour. «
Alors c'est la femme qui a appris à mon fils à ressentir, dit-il, sa voix portant une émotion qui surprit tout le monde. Et ce sont... Ses yeux se posaient l'un sur les triplés. Vos petits-enfants, compléta fermement Émilie. Lucas, Léa et Gabriel, ils portent dans leurs veines non seulement le sang des anciennes traditions, mais aussi l'espoir d'un avenir où pouvoir et sagesse peuvent marcher ensemble. Le roi s'approcha davantage, et pour la première fois, Éléonore vit en lui les traces du même conflit qui avait si longtemps habité le visage de Mathieu, la lutte entre le devoir imposé et les sentiments véritables. Le grand salon du Kutudi, palais qui quelques jours auparavant avait été le théâtre d'accusations et de révélations, témoignait maintenant d'une scène que personne n'aurait jamais imaginée possible. Le roi Henri, connu pour son inflexibilité, était assis par terre, observant fasciné tandis que le petit Gabriel rampait vers lui. Éléonore et Mathieu étaient proches, leurs mains discrètement entrelacées, tandis que Lucas et Léa jouaient avec un ensemble de cristaux que la reine Émilie avait apportés, les mêmes qu'elle avait utilisés pour enseigner ses premiers enchantements de guérison. « C'est extraordinaire », murmura le roi, quand Gabriel atteignit finalement son genou et sourit, révélant ses premières gencives sans dents. « Ils n'ont pas peur, ils ne connaissent ni titre ni protocole. Ils voient la vérité dans les personnes », répondit doucement Éléonore. « C'était l'un des premiers enseignements de ma grand-mère, que la magie la plus puissante réside dans la capacité à voir au-delà des masques que nous portons. » Le seigneur Marcel, qui observait la scène depuis l'entrée du salon, ne put contenir son indignation. « Majesté, nous ne pouvons certainement pas permettre que des pratiques interdites soient ouvertement discutées au palais. » Interdites. Par qui, Marcel? La voix de la reine Émilie trancha l'air comme du cristal. Par des hommes qui craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas? Par des rois qui ont confondu pouvoir et sagesse? Le roi Henri se leva lentement, prenant Gabriel dans ses bras avec un naturel qui surprit tout le monde. « Vous êtes relevé de vos fonctions, seigneur Marcel. Belle-Neige n'a plus besoin de conseillers qui favorisent la peur et la division. » Le noble pâlit, mais avant qu'il ne puisse protester, le seigneur Damien, le seul véritable ami de Mathieu à la cour, apparut à ses côtés. « Permettez-moi de vous escorter jusqu'à vos appartements afin que vous puissiez organiser votre départ. » Quand les portes se refermèrent derrière eux, un silence différent s'installa dans le salon. Ce n'était pas le silence oppressant d'autrefois, mais quelque chose de plus doux, plus prometteur. « Nous devons parler de l'avenir, » dit le roi, berçant toujours Gabriel, « de comment réconcilier l'ancien avec le nouveau, la tradition avec le progrès. » Peut-être, suggéra Mathieu, sa voix portant une confiance qu'il ne possédait pas auparavant, pourrions-nous commencer par Valbois? Éléonore le regarda, surprise. « Mon village ?»« Oui, » poursuivit-il. « Le transformer en un centre d'études et de guérison, où les connaissances anciennes pourraient être préservées et étudiées aux côtés de la médecine moderne. Un lieu où des personnes comme votre grand-mère n'auraient plus besoin de se cacher. » La reine Émilie s'approcha, ses yeux brillants. « Et nous pourrions étendre cela à d'autres villages du Nord, créer un réseau de centres d'apprentissage, où la sagesse des anciennes traditions pourrait s'épanouir à nouveau. Mais d'abord, interrompit le roi, surprenant tout le monde avec un sourire sincère, nous avons un mariage à planifier. Cela si mon fils a enfin trouvé le courage de faire sa demande convenablement. » Mathieu regarda Éléonore, et à ce moment, tous les masques tombèrent définitivement. Ils n'étaient plus princes et guérisseuses nobles et exilés. Ils étaient simplement un homme et une femme qui avaient trouvé l'un dans l'autre la guérison de leurs propres blessures. « En fait, dit-il, s'agenouillant devant elle, j'attendais le moment parfait. » De sa poche, il sortit non pas un anneau orné de la couronne, mais un simple cercle d'argent avec d'anciens symboles gravés, un travail qu'il avait lui-même réalisé secrètement sous la direction de sa mère. La nouvelle du mariage entre le prince Mathieu et Éléonore se répandit dans le royaume comme une traînée de poudre. Pour certains, c'était un scandale sans précédent, un prince héritier s'unissant à une guérisseuse exilée. Pour d'autres, principalement dans les villages du Nord, c'était un signe d'espoir longtemps attendu. Dans l'ancienne maison d'été, maintenant transformée en premier centre d'études des arts anciens et modernes de guérison, Éléonore organisait sa nouvelle vie. Le lieu qui avait été autrefois son refuge temporaire devenait maintenant un symbole de transformation.
Des étudiants commençaient à arriver de toutes les parties du royaume, désireux d'apprendre tant les pratiques traditionnelles que les avancées de la médecine moderne. « Je n'aurais jamais imaginé revenir ici de cette façon, dit-elle à Mathieu, tandis qu'ils observaient ensemble l'arrivée d'un nouveau groupe d'apprentis. Parmi eux, à sa surprise, se trouvait une jeune fille qu'elle reconnut, la fille de l'un des anciens qui avait voté pour son exil. La jeune fille, en voyant Éléonore, se figea un moment. Puis, à l'étonnement de tous, elle s'agenouilla. « Pardonnez les erreurs de mon père, dit-elle, sa voix étranglée. Il a agi par peur, mais moi, j'ai toujours su qu'il y avait une vérité dans vos guérisons. » Éléonore s'approcha rapidement, relevant la jeune fille. « Il n'est pas nécessaire de s'agenouiller. Nous sommes ici pour apprendre les uns des autres, pas pour porter les fardeaux du passé. » Mathieu observait la scène avec un sourire, Lucas dans ses bras jouant avec l'anneau d'argent à son doigt, celui-là même qu'il avait utilisé pour faire sa demande en mariage. Le petit semblait fasciné par les symboles gravés, comme s'il pouvait déjà sentir l'énergie ancienne qu'il portait. La reine Émilie, qui venait régulièrement à la maison pour aider aux études, s'approcha du groupe. Dans ses bras, Léa tenait un petit cristal, ses petites mains émettant une lueur douce qui faisait briller les yeux de sa grand-mère de fierté. « Elle a le don, » dit doucement Émilie. « Ils l'ont tous. C'est comme si le sang ancien et le nouveau se mélangeaient en eux d'une façon unique, comme votre grand-mère Hélène l'avait prédit, » compléta une voix familière. Tous se tournèrent pour voir Madame Rosine, la guérisseuse qui avait sauvé Lucas, traversant la cour avec sa grâce sereine caractéristique. « Madame Rosine, » sourit Éléonore, « je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. » La vieille guérisseuse sourit mystérieusement. « Il y a longtemps, votre grand-mère m'a fait promettre d'être présente quand la prophétie s'accomplirait, quand la glace du royaume commencerait à fondre, ramenant l'équilibre entre l'ancien et le nouveau. »« Quelle prophétie ?» demanda Mathieu, sa curiosité piquée. « Hélène a eu une vision avant de partir, » expliqua Madame Rosine, choisissant soigneusement ses mots. « Elle a vu sa petite fille s'unir au prince sans âme, apportant la guérison non seulement à lui, mais à tout le royaume. Elle a vu 3 enfants qui porteraient en eux l'union parfaite entre les 2 mondes. » Gabriel, qui était dans les bras de Marthe, laissa échapper un rire cristallin comme s'il comprenait l'importance du moment. Le son résonna dans la cour, faisant que tous les présents, étudiants, professeurs et visiteurs, s'arrêtèrent pour écouter. Les préparatifs du mariage transformèrent le palais en un centre d'activité frénétique, mais d'une manière différente de l'habitude. Au lieu des traditionnelles décorations ostentatoires, Éléonore et Mathieu optèrent pour une célébration qui mélangeait des éléments de la cour avec les anciennes traditions. Des cristaux de guérison furent discrètement placés à des points stratégiques du grand salon, leurs énergies subtiles créant une atmosphère d'harmonie que même les plus sceptiques pouvaient ressentir. Des guirlandes d'herbes médicinales s'entrelaçaient avec les fleurs nobles, remplissant l'air d'un parfum qui calmait les nerfs et élevait les esprits. Le matin de la cérémonie, tandis qu'Éléonore se préparait dans ses appartements, la reine Émilie entra portant quelque chose enveloppé dans un tissu ancien. « C'était la robe d'Hélène, » dit-elle, révélant une pièce de soie blanche avec des broderies complexes en fil d'argent. Elle l'a portée lors de sa propre cérémonie d'union, avant de devenir la guérisseuse en chef de Valbois. Je l'ai gardée toutes ces années, attendant le bon moment. Éléonore toucha le tissu avec révérence, sentant l'énergie ancienne qui émanait des symboles brodés. « Comment avez-vous pu la préserver ?»« Hélène me l'a confiée avant de partir, » répondit Émilie, ses yeux perdus dans des souvenirs. « Elle a dit qu'un jour sa petite fille en aurait besoin, pas seulement comme une robe, mais comme un rappel de qui elle est vraiment. » Tout en aidant Éléonore à s'habiller, Émilie racontait des histoires sur Hélène, sur les années d'apprentissage, sur comment l'ancienne guérisseuse avait prédit beaucoup des changements qui se concrétisaient maintenant. De l'autre côté du palais, Mathieu recevait une visite tout aussi significative. Le roi Henri entra dans ses appartements, portant non pas la traditionnelle couronne du prince héritier, mais quelque chose de différent, un simple cercle d'argent et de cristal. Ceci a été forgé par les anciens maîtres, expliqua-t-il, sa voix portant un nouveau respect pour le passé qu'il avait autrefois méprisé. Il était utilisé par les dirigeants qui unissaient pouvoir et sagesse, avant que nous nous perdions dans notre propre arrogance.
La cérémonie elle-même fut un moment de transformation, non seulement pour le couple, mais pour tout le royaume. Quand Éléonore et Mathieu échangèrent leurs vœux, ce n'étaient pas seulement des paroles d'amour qui résonnèrent dans la salle, c'était la promesse d'un nouveau départ, d'un équilibre longtemps perdu. Les triplés, vêtus de douces teintes de bleu, observaient tout avec leurs yeux brillants. Lucas, toujours le plus observateur, semblait hypnotisé par les cristaux qui décorèrent la salle. Léa, sensible aux énergies comme sa mère, souriait à quelque chose que seule elle pouvait voir. Et Gabriel, le plus petit des trois, émettait une paix qui contaminait tous ceux qui l'entouraient. Quand vint le moment de la bénédiction finale, ce ne fut pas un prêtre royal qui la prononça, mais Madame Rosine, représentant à la fois l'ancienne tradition et le nouvel ordre qui s'établissait. Ces paroles, dites dans la langue ancienne puis traduites, ne parlaient trop pas de pouvoir ou de soumission, mais d'équilibre et d'harmonie. Que la glace du passé continue de fondre, dit-elle, révélant non pas la destruction mais la fertilité. Que l'amour qui a transformé un prince sans âme en un homme complet continue de transformer ce royaume, et que ses enfants, nés entre deux mondes, grandissent pour être des ponts entre l'ancien et le nouveau, entre le pouvoir et la sagesse, entre la guérison et la force. Et ainsi, sous le regard de nobles et de guérisseurs, de gardes royaux et d'érudits des arts anciens, Belle-Neige commença son propre processus de guérison. Le royaume qui avait autrefois expulsé ses traditions les accueillait maintenant, non comme une défaite, mais comme une renaissance. Les années qui suivirent, le mariage de Mathieu et Éléonore apportèrent des changements profonds à Belle-Neige. Ce qui avait commencé comme un petit centre d'études dans l'ancienne maison d'été grandit et se multiplia. Des villages dans tout le royaume commencèrent à établir leur propre centre de guérison, où le savoir ancien et la médecine moderne marchaient côte à côte. Par un après-midi particulièrement significatif, 5 ans après cette nuit dans la neige, Éléonore était dans le jardin du palais, observant les triplés jouer. Lucas, maintenant âgé de 5 ans, démontrait déjà une capacité extraordinaire à comprendre les propriétés curatives des plantes. Assis sous un vieil arbre, il expliquait patiemment à un groupe d'enfants plus jeunes comment identifier les herbes médicinales. C'est comme grand-mère Hélène disait toujours, sa voix enfantine portait une sagesse surprenante. Les plantes nous parlent, il suffit d'apprendre à les écouter. Près de lui, Léa travaillait dans son propre jardin médicinal miniature, cadeau de sa grand-mère Émilie. Ses petites mains se déplaçaient avec une précision surprenante, tandis qu'elle transplantait des plants de camomille. L'air autour d'elle scintillait occasionnellement de petites étincelles de lumière, manifestation spontanée de son don qu'elle apprenait encore à contrôler. Gabriel, le plus calme des trois, était assis sur les genoux du roi Henri, devenu un grand-père étonnamment dévoué. Ensemble, ils observaient un oiseau blessé qui était tombé dans le jardin. Les petites mains de Gabriel planaient au-dessus de l'animal, émettant une douce lueur dorée, tandis que le roi l'instruisait avec une gentillesse que peu auraient cru possible des années auparavant. « Doucement, petit, » murmurait Henri, « la guérison ne peut pas être précipitée. » Mathieu s'approcha d'Éléonore, ses pas silencieux comme toujours, mais portant maintenant une présence chaleureuse qui avait complètement remplacé son ancienne froideur. « Parfois, je me demande encore si tout cela est réel, » dit-il, l'enveloppant dans ses bras. « Quoi exactement ?» demanda-t-elle s'appuyant contre sa poitrine. « Tout, cette paix, cette harmonie. Voir mon père, l'homme qui m'a appris à ne pas ressentir, maintenant enseigner à notre fils la délicatesse de la guérison. » La reine Émilie, qui s'approchait avec un plateau de tisane fraîche, sourit en entendant le commentaire. « La glace, quand elle fond, révèle des trésors dont nous ignorions l'existence, dit-elle, ses yeux brillants de sagesse. Votre grand-mère Hélène disait toujours cela, Éléonore. » Le bruit de sabots dans la cour attira l'attention de tous. Le seigneur Damien, maintenant responsable du réseau de communication entre les centres de guérison, arrivait avec des nouvelles de Valbois. « La reconstruction est terminée, » annonça-t-il, son visage illuminé par l'enthousiasme. Le nouveau centre d'études est prêt à recevoir ses premiers élèves. Et il y a plus... Il fit une pause dramatique. Nous avons trouvé quelque chose dans les anciennes archives du village. Éléonore sentit son cœur s'accélérer. « Qu'avez-vous trouvé »
les journaux de votre grand-mère. Tous cachés dans une chambre secrète sous l'ancienne salle de guérison. Et il y a d'autres manuscrits, des registres de connaissances que nous pensions perdus à jamais. Les triplés, sentant l'importance du moment, s'approchèrent de leurs parents. Lucas tenait une branche de romarin qu'il venait de cueillir. Léa avait encore de la terre sur les mains de son travail au jardin, et Gabriel portait soigneusement l'oiseau maintenant guéri. La découverte des journaux d'Hélène provoqua une nouvelle vague de transformation à Belle-Neige. Les manuscrits révélèrent non seulement d'anciennes techniques de guérison, mais aussi une vision d'avenir qui semblait avoir été écrite spécialement pour ce moment. « Quand la glace fondra », lut Éléonore à haute voix, assise dans la bibliothèque du palais avec sa famille réunie, ce ne sera pas seulement le cœur du prince qui trouvera sa guérison, ce sera le royaume, lui-même qui redécouvrira son âme perdue. Et à travers les enfants nés entre deux mondes, un nouveau chemin sera forgé. Comment pouvait-elle savoir ? Demanda Mathieu, émerveillé, en observant les triplés jouer avec les cristaux de guérison qui décoraient maintenant ouvertement le palais. Hélène disait toujours que le temps n'est pas une ligne droite, expliqua Madame Rosine, devenue une présence constante à la cour. Pour ceux qui savent voir, le futur fait écho dans le présent, tout comme le passé ne nous quitte jamais vraiment. Le roi Henri, assis près de la cheminée avec l'un des journaux entre les mains, leva les yeux. « Elle a écrit sur moi aussi », dit-il, sa voix chargée d'émotion, « sur comment ma peur du changement a presque gelé le cœur du royaume, et sur comment ce serait par l'amour de mon fils que je retrouverais mon propre chemin vers la lumière. » La reine Émilie s'approcha de son mari, touchant doucement son épaule. Des années de distance avaient été remplacées par une proximité qui semblait maintenant naturelle, comme si la glace entre eux avait aussi finalement fondu. « Le plus important, » continua Éléonore, tournant une autre page du journal, « est ce qu'elle a écrit sur l'avenir, sur comment Belle-Neige deviendrait un phare d'espoir, un lieu où différentes formes de savoir pourraient coexister et s'épanouir. Et cela se produit déjà, » ajouta le seigneur Damien, qui venait d'entrer dans la bibliothèque. « Nous avons reçu des messages des royaumes voisins. Ils veulent établir leur propre centre d'études, suivant notre modèle. » Les triplés, qui semblaient absorbés par leur jeu, s'arrêtèrent soudain et regardèrent les adultes. Ce fut Léa qui parla la première, sa voix enfantine portant une sagesse qui surprenait souvent tout le monde. « Grand-mère Hélène est heureuse, » dit-elle simplement. « Je peux le sentir. » Lucas acquiesça, ajoutant « Elle nous rend visite parfois dans nos rêves. Elle nous enseigne des choses. » Gabriel, le plus silencieux des trois, se contenta de sourire, un sourire qui illumina toute la bibliothèque d'une douce lueur dorée. Éléonore et Mathieu échangèrent des regards. Ce n'était pas la première fois que les triplés mentionnaient de telles visites oniriques, et il devenait de plus en plus clair qu'ils étaient, en effet, le pont entre les mondes qu'Hélène avait prédit. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Marthe, qui même après toutes ces années restait aussi dévouée à la famille qu'au premier jour. « Maintenant, » répondit Éléonore, refermant doucement le journal de sa grand-mère, « nous poursuivons le travail. Nous continuons à construire des ponts, à guérir d'anciennes blessures, à unir ce qui a été séparé. Et à aimer, » compléta Mathieu, sa voix portant une certitude qui aurait été impossible pour le prince sans âme qu'il avait été autrefois. « Par-dessus tout, nous continuons à aimer, parce que c'est l'amour qui a fait fondre la glace, qui a guéri le royaume, qui nous a amenés jusqu'ici. » Dehors, la neige recommençait à tomber sur Belle-Neige. Mais maintenant, au lieu d'apporter froid et isolement, chaque flocon semblait chargé de possibilités, de promesses, d'espoir. Le royaume qui avait été autrefois connu pour sa glace éternelle était maintenant célébré pour sa chaleur, sa sagesse, sa capacité à unir l'ancien et le nouveau dans une danse harmonieuse de guérison et de transformation. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit dans la neige, et Belle-Neige s'était transformée en un royaume méconnaissable pour ceux qui l'avaient connu dans ces jours de glace. Le palais, autrefois symbole de pouvoir inflexible, pulsait maintenant de vie et d'énergie curative. Les jardins royaux, agrandis sous la supervision d'Éléonore et Émilie, étaient devenus un vaste laboratoire vivant de plantes médicinales. Par un matin spécial, alors que le soleil se levait sur les tours du palais, une cérémonie unique était sur le point de se dérouler. C'était le 10e anniversaire des triplés, et avec lui une tradition ancienne allait être renouvelée,
la célébration de l'éveil, un rituel longtemps oublié qui marquait le moment où les jeunes guérisseurs assumaient officiellement leur place dans la communauté. Lucas, Léa et Gabriel, maintenant âgés de 10 ans, étaient au centre du grand salon, chacun vêtu de tuniques blanches brodées des symboles ancestraux trouvés dans les journaux d'Hélène. Autour d'eux, un cercle de cristaux formait un motif complexe sur le sol de marbre. « Es-tu nerveuse ?» demanda Mathieu à Éléonore, tandis qu'ils observaient les préparatifs finaux. « Un peu », admit-elle, ajustant une mèche de cheveux devenue prématurément argentée. Une marque commune chez les guérisseurs les plus puissants. Mais pas pour le rituel en soi, c'est plutôt une sensation que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Comme pour répondre à ces paroles, un vent doux et inexplicable souffla à travers le salon fermé, faisant danser les flammes des bougies. Les cristaux au sol commencèrent à briller doucement, répondant à une énergie que peu pouvaient voir, mais que tous pouvaient sentir. Madame Rosine, maintenant une ancienne respectée dans tout le royaume, s'approcha des triplés. Dans ses mains, elle portait 3 objets trouvés avec les journaux d'Hélène, un cristal ancien pour Lucas, un livre d'enchantement pour Léa et une petite cloche d'argent pour Gabriel. « Ceci appartenait à votre arrière-grand-mère, dit-elle, sa voix portant le poids de l'histoire. Elle les a gardés spécialement pour ce jour, sachant que vous viendriez. » Le roi Henri et la reine Émilie observaient depuis le premier rang de spectateurs, leurs mains entrelacées, un geste d'intimité qui était devenu naturel au fil des ans. Marthe était à leur côté, ses yeux brillants de larmes de joie. « Ça a commencé », murmura Éléonore, serrant la main de Mathieu. L'air dans le salon devint plus dense, comme chargé de possibilités. Les cristaux au sol intensifièrent leur éclat et une musique douce, qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois, remplit l'atmosphère. Lucas fut le premier à réagir. Son cristal commença à pulser d'une lumière bleu profond et de petites étincelles d'énergie dansaient autour de lui. Ses yeux, toujours observateurs, semblaient maintenant voir au-delà du visible. Léa ouvrit son livre et les pages commencèrent à tourner toutes seules, tandis qu'une aura dorée l'enveloppait. Les mots anciens semblaient flotter des pages, dansant dans l'air autour d'elle comme de petites étoiles. Gabriel, le plus jeune de quelques minutes, toucha doucement sa cloche. Le son qui en émana n'était pas seulement de la musique, c'était la guérison sous sa forme la plus pure. Des ondes visibles d'énergie curative se répandirent dans le salon, touchant chaque personne présente. C'est alors que se produisit quelque chose que personne, pas même Hélène dans ses visions les plus profondes, n'avait prévu. Au centre du cercle de cristaux, entre les triplés, une forme lumineuse commença à se matérialiser. C'était comme si la lumière elle-même tissait une silhouette familière. Hélène, non pas comme elle était partie, mais comme elle était dans ses jours de plus grande force, mais bien-aimée. Sa voix résonna non seulement dans le salon, mais à l'intérieur de chaque cœur présent. Le moment que j'ai vu il y a tant d'années est enfin arrivé. Le cercle s'achève aujourd'hui. Éléonore fit un pas en avant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Grand-mère, le sourire d'Hélène était radieux comme le soleil du matin. Ma chère petite fille, tu as fait bien plus que survivre. Tu as transformé la survie en renaissance. Et toi, elle se tourna vers Mathieu, le prince qui a appris que la vraie force réside dans l'amour, non dans le pouvoir. Ses yeux parcoururent la salle, se posant sur chaque personne significative. Le roi Henri, qui avait appris à plier son orgueil en faveur de la sagesse. La reine Émilie, qui avait trouvé le courage de révéler sa vraie nature. Marthe, dont la loyauté silencieuse avait changé le cours de tant de vies. Madame Rosine, gardienne fidèle des anciennes connaissances. Ce que vous avez construit, ici, continua Hélène, n'est que le début. À travers ces 3, elle fit un geste vers les triplés, qui l'observaient avec un mélange d'émerveillement et de reconnaissance. Un nouveau chapitre sera écrit, pas seulement pour Belle-Neige, mais pour tous les royaumes. Lucas, Léa et Gabriel s'approchèrent de leur arrière-grand-mère spectrale, comme attirés par un appel silencieux. Le cristal, le livre et la cloche dans leurs mains commencèrent à briller à l'unisson. « Vous êtes le pont, dit Hélène au triplé, entre le passé et le futur, entre le pouvoir et la sagesse, entre la guérison et la transformation. Portez ce don avec amour et responsabilité. » Se tournant une dernière fois vers Éléonore et Mathieu,
Hélène sourit. L'amour qui a fait fondre la glace continuera de faire fondre d'autres cœurs, de guérir d'autres blessures. C'est la vraie magie, non pas les enchantements ou les guérisons, mais la capacité de transformer la douleur en espoir, la peur en courage, la solitude en connexion. La forme lumineuse commença à se dissoudre, mais ses dernières paroles résonnèrent avec une clarté cristalline. L'hiver porte toujours en lui la promesse du printemps. Et dans chaque flocon de neige qui tombe sur Belle-Neige, il y a maintenant une graine de guérison et de renouveau. Quand la lumière se dissipa, le silence dans le salon était plein de signification. Les triplés, toujours au centre du cercle, irradiaient maintenant une énergie sereine et puissante. Lucas tenait son cristal comme une boussole vers l'avenir. Léa serrait le livre comme un trésor de sagesse ancestrale, et la cloche de Gabriel émettait une dernière note douce qui semblait sceller ce moment dans l'éternité. Éléonore et Mathieu s'approchèrent de leurs enfants, et tandis que les premières neiges de l'hiver commençaient à tomber dehors, une certitude remplissait chaque cœur présent. La glace qui avait un jour menacé de geler tout espoir s'était transformée en eau de renouvellement, irriguant un avenir où l'ancienne sagesse et le nouveau savoir dansaient en parfaite harmonie. Et ainsi dans les terres de Belle-Neige, où autrefois le froid régnait en maître,